Les enclaves sont des nations isolées et cachées dans les fonds marins qui appartiennent aux Idonès abyssaux. Ces elfes sont capables de vivre dans les profondeurs grâce à un phénomène arcanique qu'ils ont appris à conjurer qui se nomme l'éther-mer, une sorte de courant spectral qui combine à la fois l'air et l'eau simultanément. Cet état permet aux Idonès de respirer dans les fonds marins tout en permettant aux créatures marines qui leur servent de bêtes de somme ou de guerre d'en faire de même dans leur cité, et aussi sur la terre ferme lors de leurs raids où elles peuvent même nager dans l'air. Être à l'intérieur de l'éther-mer est décrit comme avoir l'impression de se souvenir de quelque chose, comme si on avait l'impression de se tenir dans un lieu depuis longtemps disparu. C'est une sorte de bassin de nostalgie collective rempli par les eaux d'un monde consumé, ce qui semble faire référence aux océans du monde qui fut, et aussi peut-être à Matlan, le dieu des mers elfiques auquel les Idonès sont étroitement liés. Ce dieu a été vaincu par Slaanesh avant même la formation des royaumes, mais malgré cela, une sorte d'écho de lui est maintenu par la mémoire collective des Idonès sous la forme d'Eidolon. Une autre particularité de l'éther-mer est qu'elle n'est pas seulement conjurable par les mages, mais peut être aussi invoquée par le biais de rituels et de prières qui pourraient indiquer qu'une entité divine est liée à ce phénomène. Ceux qui peuvent manipuler l'éther-mer parmi les Idonès se nomment les Isharan. C'est l'une des 3 castes qui constituent leur société, qui réunit les mages et les prêtres dans plusieurs rôles importants dans les enclaves. Les 2 autres castes sont les Akhelians, qui sont des militaires, stratèges et dirigeants. La dernière est celle des Namarti, qui constituent la grande majorité de la population et sont socialement en dessous des 2 autres castes. Ils constituent la main-d'œuvre et le gros de l'infanterie des enclaves. Ils sont tous affligés par des malformations, comme l'absence d'yeux, dû au fait que leurs âmes ont été atrophiées à cause du temps qu'elles ont passé dans le ventre de Slaanesh et sont donc souillées par le chaos. De par le fait, ces individus ont une très courte espérance de vie comparée aux autres elfes car leurs âmes endommagées ont tendance à quitter leur corps spontanément. Lorsque des Idonès ont des enfants, qu'ils soient Isharan, Akhelian ou Namarti, cela résulte presque toujours par la naissance d'un Namarti. Dans de très rares cas, certains naissent sans cette affliction et dans le cas où ils naissent de parents Namarti, ce qui est statistiquement souvent le cas, ces enfants sont ensuite adoptés par des membres des castes Akhelian ou Isharan. Cela a pour effet de rendre les concepts de dynastie ou de lignée quasi inexistants dans leur société. Leurs dirigeants sont donc choisis par mérite. La plupart du temps, ils sont choisis parmi ceux qui se distinguent dans la récolte d'âmes lors des raids. Mais cela est généralement évalué sur le long terme, car les Idonès ne préfèrent pas massacrer des populations entières lors de ces attaques et laissent des survivants après avoir effacé dans leur mémoire la trace de leur passage grâce à des sortilèges, afin de pouvoir revenir refaire une récolte une génération plus tard. Grâce à ces méthodes, pendant longtemps leur existence est restée secrète pour la plupart des mortels des royaumes. Les âmes récoltées sont ensuite utilisées par les Isharan pour maintenir en vie les Namarti en les implantant à l'intérieur des colliers de fer enchantés qu'ils portent. Cette pratique est le pilier de la société des Idonès. Bien que la plupart ne fassent pas cela de gaieté de cœur, c'est la seule chose qui s'est prouvée efficace pour maintenir leur survie. Les Namarti doivent à tout prix être maintenus à un certain nombre pour avoir le maximum de chances de produire des Akhelians et des Isharan qui pourront ensuite continuer à leur tour de maintenir en vie les Namarti et ainsi de suite. C'est un cycle fragile qui maintient les Idonès dans une course constante pour réussir à maintenir un afflux d'âmes viables. Cette tension provoque pour beaucoup d'entre eux une peur et une anxiété permanente alors qu'ils contemplent au quotidien l'abysse si proche de leur extinction. Plusieurs rôles sont donc nécessaires pour maintenir le fragile équilibre de ces enclaves. Parmi les Isharan, des spécialistes de différents domaines sont formés dans un temple nommé le Turskoil, où ils seront préparés aux différents devoirs qu'ils auront choisis. Les guides des courants sont des maîtres dans l'invocation de l'éther-mer et peuvent le faire à grande échelle pour englober une phalanx de guerre au combat. Cela leur permet aussi de voyager dans les océans de manière indépendante. Et maintenant que les Idonès dans l'âge de Sigmar commencent à s'ouvrir aux autres races, cela leur permet d'être envoyés par les enclaves comme représentants. Ils sont aussi connus pour se lier avec des entités étranges des profondeurs, nommées des esprits gardiens, qui sont des sortes de créatures élémentaires. Les scruteurs d'âmes sont des prêtres, des divinateurs, mais aussi des navigateurs. Ils sont capables de sonder les âmes et peuvent donc déterminer à l'avance si un fœtus va devenir Namarti, Akhelian ou Isharan. Leur capacité à ressentir et à détecter les âmes leur permet aussi de trouver des cibles pour leurs raids. Ils peuvent aussi détecter leur direction, ce qui fait d'eux d'excellents guides à travers les ténèbres des profondeurs. Les scruteurs d'âmes peuvent aussi communiquer entre eux grâce à leurs dons et sont donc les liens et les messagers entre les différentes enclaves.
Les arracheurs d'âmes sont responsables de la capture d'âmes pendant les raids et les batailles. Ils les stockent dans des lanternes qu'on peut observer sur leur casque. On peut les voir souvent commander les Namarti car ils sont capables de les réanimer s'ils viennent à tomber au combat en réinsufflant des âmes en eux. Les garants des registres des âmes sont des logisticiens et des tacticiens. Ils sont en quelque sorte les comptables des réserves d'âmes des enclaves. Ce sont eux qui signalent quand de nouvelles âmes sont requises et déterminent aussi le nombre exact qui est nécessaire afin de ne pas impacter négativement les récoltes de raids futurs. La plupart ne prennent pas part directement au combat. Au lieu de cela, ils participent à planifier les stratégies en gérant les différentes ressources des enclaves. Il y a aussi d'autres Isharan dont on entend moins parler mais qui sont tout aussi importants. Les Corallus sont des mages bâtisseurs. Ils utilisent leur magie pour modeler la vie marine, la plupart du temps des coraux, et façonnent avec d'immenses structures vivantes. Les Ambelors, quant à eux, sont les dresseurs de bêtes. Ils ont la tâche de briser et de dominer l'esprit des monstres marins qui vont souvent servir de monture pour la cavalerie achélienne ou de bêtes de somme pour transporter différentes denrées. Cela dit, certaines créatures comme les Octars ou les Deepmers ne sont pas domestiquées mais sont suffisamment intelligents pour pouvoir passer des accords avec eux. Les Truhea sont des guérisseurs. Ils possèdent une magie capable de manipuler la douleur, ce qui leur permet d'apaiser celle des blessés au cours de leur guérison. Il n'est pas fait mention d'un quelconque serment d'Hippocrate, donc on peut aussi imaginer qu'ils peuvent se servir de cette magie pour aussi encore plus faire souffrir leurs ennemis. Et ensuite vient les Ishratizar, qui réunit les Isharan qui utilisent leur savoir arcanique dans différents artisanats. Ils sont capables d'apposer la marque de leurs âmes sur les différents objets qu'ils façonnent, ce qui a pour effet de les rendre visibles pour les aveugles, et facilite donc grandement la vie des Namarti. D'ailleurs, les Ishratizar ont souvent de nombreux assistants Namarti dans leur travail. Certains Ishratizar spécialisés sont capables de faire des tatouages arcaniques qui permettent de sceller des serments dans l'âme de ceux qui s'y engagent. Les Achéliens, quant à eux, sont entraînés dans des académies nommées les Azidrazor, où ils apprennent le combat, les tactiques, mais aussi la politique et la gestion. Une fois leurs épreuves et enseignements accomplis, ils vont monter petit à petit les rangs militaires en se distinguant au service de leurs enclaves. Les rangs les plus élevés sont les reines et rois achéliens, qui vont diriger les phalanges de guerre idonès. Ils vont aussi être membres d'un conseil qui réunit les Isharan et achéliens, dont la fonction est de diriger les enclaves. Le tout premier bastion abyssal a été fondé suite à l'exode des Sitaï, les premiers-nés de la cité sacrée de Ish, Leiriu. Ils ont été la toute première race elfique créée par Teclis, l'Illuminateur, et l'un des deux dieux jumeaux du royaume de la lumière. Il attendait d'eux qu'ils soient nobles de cœur, mais aussi des exemples de savoir et de sagesse. Cependant, quelque chose a mal tourné. Physiquement, les Sitaï n'avaient rien à envier à la grâce des anciens elfes, mais ils étaient émotionnellement et mentalement imparfaits, toujours très irritables, effrayés constamment pour leur vie et ruminant sans cesse des pensées sombres. Teclis a fini par se sentir repoussé par eux lorsqu'il a réalisé l'étendue de leur imperfection, qui à ses yeux était due à une souillure de leurs âmes. Il a même essayé de les détruire pour effacer son erreur, mais Tyrion a réussi à l'en dissuader et à prendre pitié d'eux. Le reniement de Teclis peut être assez étonnant quand on se souvient que pendant sa vie de mortel, il était aussi accablé par différentes afflictions. Les Sitaï survivants qui se sont enfuis ont fondé la première cité, nommée Geal-Rashi, dans les profondeurs de l'océan de Gealus. Pour un temps, ce bastion a été un refuge pour eux. Cependant, leur nature asociale a été détrimentaire pour l'unité de cette jeune communauté, et ils se sont vite fracturés en différentes factions. La découverte de Uaim, leur premier porte-royaume sous-marine, les a ensuite dispersés dans les profondeurs des autres royaumes, où ils ont ensuite commencé à fonder les premières enclaves idonès. Les enclaves sont généralement très éloignées les unes des autres, car sinon elles entreraient en compétition autour des âmes limitées des mortels qui vivent sur les côtes. Elles vont aussi avoir des différences morales et théologiques sur les différents types de populations qui sont acceptables de supprimer. Certains refusant de s'attaquer au panthéon de l'ordre, d'autres au contraire refusent d'utiliser des âmes corrompues du chaos, et d'autres encore refusent d'utiliser des âmes non elfiques, et s'attaquent donc souvent aux elfes sylvestres, aux filles de Cain ou encore aux Lumines. Morphan est une enclave située dans les profondeurs de la mer marécageuse et goudronneuse de la mer de Kaftar, à Shaish, le royaume de la mort. Ils sont réputés pour leur insularité et leur aura abyssale sombre. Leur nom signifie d'ailleurs un regard dans l'abîme ou un désespoir fatal, ce qui montre qu'ils ont eux-mêmes conscience de leur nature lugubre. La capitale de l'enclave se nomme Mordreshi. C'est une forteresse faite de coquilles noires, entourée d'eau huileuse, semblable à du pétrole. On peut voir cette substance suintée de leur
peau et de leur armure lorsque les Morphanes font surface, ce qui vient ajouter à leur apparence effrayante. Il y avait un temps une autre cité nommée Egmar qui appartenait à une enclave dérivée des Morphanes, mais qui a été détruite par des Skaven suite à l'ouverture accidentelle d'un de leurs ronges trous. Au cours de la bataille, leur Coriléum a été détruit. C'est une structure arcanique où les âmes récoltées sont stockées. La vaste quantité d'âmes libérées a attiré l'attention de Nagash et a dévoilé l'existence des Idoness à une grande partie des royaumes mortels. Depuis, le grand nécromancien a ordonné d'assécher la mer au-dessus de Mordreshi, dans le but de débusquer ceux qui lui dérobent ses âmes. Cet événement a obligé certaines enclaves à sortir de leur cachette et à conclure pour la première fois des alliances. Les Morphanes notamment se sont alliés avec d'autres factions comme les Éternels pour combattre les légions de Nagash lors du nécroséisme. Les Morphanes sont aussi très réputés pour leur grande maîtrise de la magie des âmes. Leurs Isharan sont excellents dans la récolte et la guérison d'âmes. Leurs arracheurs d'âmes tout particulièrement peuvent ramener en masse des Namartis tombés au combat à un tel point qu'on pourrait les prendre pour des nécromanciens. De plus, leurs guides des courants peuvent invoquer une forme alternative de l'éther-mer qui ressemble à des brumes éthérées glaciales, qui déroutent et ralentit les mouvements de leurs ennemis sur le champ de bataille. Au combat, les Morphanes montent des bêtes étranges décrites comme pâles et tentaculaires, ainsi qu'une sous-espèce d'anguille fangmora de Shaish aux couleurs fantomatiques qui les camouflent parfaitement dans la brume arcanique. Les Ironrack se considèrent comme la première enclave Idoness. Ce sont eux qui ont découvert les secrets de la transmigration des âmes qui a permis de préserver leur peuple et l'ont partagé aux autres enclaves. Leurs Namartis vivraient d'ailleurs bien plus longtemps que la moyenne grâce à leur expertise. Leur maîtrise de la magie est si légendaire que sur ce point, ils sont considérés comme les dignes élèves de Teclis. D'ailleurs, il se trouve que parmi les non-Namartis qui naissent, un plus grand pourcentage d'Isharan se trouve parmi eux. Les Ironrack sont aussi les seuls à avoir maintenant le dernier des premiers Sitaï parmi leurs rangs, leur haut roi Volturnos. Lui et son peuple ont usé de leur influence sur les autres enclaves pour essayer de maintenir un lien de cohésion entre elles en les conviant à des assemblées pour discuter de questions importantes et des défis auxquels sont confrontés les Idoness dans les royaumes mortels. Cela permet aux différentes enclaves de coopérer, de partager des informations et de prendre des décisions collectives pour le bien-être de leur peuple. Grâce à leur politique moins isolationniste, les Ironrack se sont étendus à travers tous les royaumes mortels, établissant des colonies et des alliances avec diverses factions. Surtout depuis que leur existence a été dévoilée au grand jour. Ils ont envoyé de nombreux ambassadeurs pour établir de nouvelles alliances, au point qu'ils sont probablement les plus présents à la surface des royaumes. De plus, ils ont décidé de ne plus attaquer les bastions du Panthéon de l'Ordre lors de leurs raids, et ont demandé aux autres enclaves de faire de même. Lors de leurs raids, les Ironrack ont toujours eu un grand sens de l'honneur. Ils se sont toujours refusés de récolter l'âme des plus faibles ou celle d'enfants. Leur capitale, Priam, est située dans les profondeurs de la mer de Meithnar, à Giran, le royaume de la vie. Ils possèdent aussi des cités à Ish, car ils ont le contrôle de la porte de Uheim. Leur position de pouvoir grandissante et privilégiée suscite cependant la jalousie des autres enclaves, qui les voient comme trop arrogants et imposants. Certaines enclaves, comme les Fouetan, se refusent de se présenter aux assemblées et instiguent des dissensions contre eux qui ont maintes fois failli provoquer des guerres civiles. Les Fouetan sont sans conteste l'une des enclaves les plus excessivement violentes des Idoness. Leur soif de sang et leur besoin insatiable d'âme les poussent constamment à la guerre, même au détriment de leurs propres alliés. Leur réputation de belliqueux et de provocateurs rend les autres enclaves méfiantes à leur égard, nourrissant des rancœurs centenaires suite à de nombreuses transgressions passées. Les Fouetan se sont établis dans les eaux bouillonnantes du royaume d'Akshi. Leur cité principale, Mordgai, est le foyer de rassemblement de leur phalanx rouge, toujours prête à partir en guerre à travers le Fouestrom, une porte au royaume entourée d'un tourbillon de rivières de lave en fusion sous-marine. Dans cette enclave, il n'y a pas de conseil car la domination des Akélians sur les Isharan est absolue. Ces Akélians aiment avoir pour monture des créatures aussi sanguinaires et instables qu'eux. Leurs Ambelor domptent même des créatures qui ne font pas de distinction entre amis et ennemis, même après avoir été dominés, et sont toujours en proie à des frénésies meurtrières. Parmi elles, on trouve des Fangmora à dos de diamant
diamants et des alopex à rayures tigrées de la mer de Mordacius. Pour les Fouetan, les cités de Sigmar ne sont pas des alliés potentiels, mais plutôt une source d'âmes à dévorer qui n'hésitent jamais à massacrer sans discrimination, et continuent parfois même alors qu'ils n'ont plus besoin d'âmes supplémentaires, ce qui ne manque pas de leur attirer le dégoût des autres enclaves. Leur désir du combat dépasse souvent la prudence stratégique, ce qui les rend difficilement prévisibles. Cette mentalité agressive entrave toute coopération significative avec les autres enclaves, bien qu'il leur arrive d'envoyer des émissaires par pur opportunisme lorsqu'une alliance temporaire est à leur avantage. Ils ont aussi joué sur plusieurs tableaux en assistant Morathi Kane dans la prise d'Anvilgard, qui est maintenant la cité-temple d'Ar-Couronne. Plus récemment, une de leurs phalanx ont attaqué la dernière croisade Éofor, partie d'Amerol Aksha, après avoir dû fuir les profondeurs à cause du phénomène de la Malorine causé par les Skaven. Dans la bataille, le roi Akelian a été capturé et un duel d'honneur a ensuite été convenu entre lui et la chevalière Zéphyros Nive Cernoir. S'il l'avait emporté, il aurait été libre de s'en aller, mais par sa défaite, sa phalanx a dû faire le serment de prêter main forte à ceux qu'ils avaient attaqués. De par le grand bouleversement du Vastaride causé par la Malruine, cette enclave va probablement être grandement affectée par les changements à venir. Les Idonès de Briamdar ont choisi l'isolement dans les forêts d'algues sous-marines du Ravin Vert dans le Royaume de la Vie, où se trouve leur ville surpeuplée, Cranstock, une forteresse de bois nichée au cœur de la végétation aquatique. Les guerriers de Briamdar sont renommés pour leur habileté dans les tactiques d'embuscade et naviguent aisément dans des terrains d'algues denses. Camouflés dans une armure à l'apparence adaptée à leur foyer forestier, avec une teinte bleu verte profonde, tandis que leurs casques de couleur rouge frappante se fondent au milieu des algues rouges. Leurs scruteurs d'âmes possèdent une vision inégalée dans les terres-mers et assistent les phalanx en les coordonnant dans leurs manœuvres furtives. Malgré leur furtivité, ils ont fait face à une invasion de légions de la peste lors de la guerre de la vie, qui a heureusement été contrecarrée grâce à l'intervention de renforts venus d'Ayanrak. Les Briamdar nourrissent l'espoir du renouveau de leur race et de se libérer de leur affliction. Leurs Isharan prétend avoir déverrouillé des secrets capables de revitaliser les Idonès. Leur enclave, souvent appelée la Cité des Voyants, est un phare de progrès dans la guérison de l'âme parmi les Idonès. Récemment, leur reine akélienne, Lagueté, est morte, ce qui a mené à des luttes internes parmi eux pour le trône de Jade, détournant leur attention vers l'intérieur et les rendant vulnérables. Le trône de Jade de l'enclave est d'ailleurs un artefact très ancien. Il est composé d'aigues marines, de jade, d'ivoire de baleine et de corail vivant. Un enchantement ajuste sa forme et son apparence au seul vrai roi ou reine de l'enclave qui s'assoit dessus. C'est donc un symbole puissant de la légitimité et de l'autorité dans leur enclave. Domain est sans doute la deuxième plus grande enclave. Ils sont connus pour leur très forte volonté indépendante, ce qui en fait des rivaux farouches de la volonté fédératrice des Ayanrak, se disputant des territoires à Gur, Giran et Ish. Leur impétuosité remonte au mythe fondateur des domaines, où ils sont partis en quête d'un territoire dans les profondeurs de la mer tumultueuse d'Ominod, à Gur, le royaume de la bête. Leur nom signifie d'ailleurs la quête profonde. Malgré la perte de la moitié de leur enclave face à d'innombrables monstres marins, les survivants furent récompensés en découvrant l'emplacement parfait pour établir leur capitale, Rundar, tapie dans les profondes parois d'un canyon nommé le Sillon Noir. Nichée dans ces parois, la cité est un bastion quasi impénétrable. La culture des Domain est façonnée par leur environnement hostile et sauvage. Ils sont divisés en 7 clans, chacun prenant le nom d'une grande et redoutable créature marine des mers de Gur. Ces différents clans pratiquent leurs propres traditions qui tournent autour de l'identité de ces bêtes. Certains aiguisent leurs dents pour en faire des crocs tranchants, tandis que d'autres ingèrent des toxines pour renforcer leur corps. Leurs Umbelor sont connus pour essayer de dompter absolument toute bête qu'ils peuvent trouver, ce qui fait que leur cavalerie akélienne ressemble à d'immenses ménageries. La première reine des domaines était une citaille nommée Guis Borionik. Elle incarne la bravoure et la détermination de son peuple. Elle maniait une célèbre arme nommée Banmar, la lame blanche, enchantée par Teclis lui-même. Une épée d'une puissance inégalée qui illuminait les ténèbres des océans les plus profonds. Ses exploits légendaires ont été immortalisés dans les récits des bardes, la décrivant
longtemps menant ses guerriers à travers les océans déchaînés, défiant les forces de la nature et des dieux eux-mêmes. Cependant, même la plus grande des reines n'est pas à l'abri du destin. Lorsque Gwyth lança une audacieuse attaque contre les Sylvanesses sur la côte de la mer des Filaments, elle a fini par rencontrer sa fin. Alarielle elle-même, la déesse des Sylvanesses et protectrice de Ghyran, s'imposa pour défendre ses enfants contre l'intrusion des domaines et terrassa leur reine. Sa lame légendaire a été perdue ce jour-là et n'a jamais été retrouvée. Mais le souvenir de Gwyth reste gravé dans le cœur des domaines et inspire les générations à venir. L'enclave de Nautilar trouve ses origines dans le tumulte de la rivalité entre les enclaves d'Ironrack et Domain. C'était autrefois une colonie de l'enclave d'Ironrack qui ont déclaré leur indépendance en signe de protestation contre ces hostilités, créant en même temps un pont diplomatique entre ces deux factions rivales. Leur capitale, Galanor, aussi surnommée la ville errante, a été établie au sommet de la coquille d'un scaphodon, de gigantesques crustacés se trouvant dans les eaux de la mer de Mesnar. L'histoire des Nautilar est étroitement liée à leur coexistence avec le scaphodon. Cette relation symbiotique a profondément influencé leur culture et leur mode de vie. Au fil des siècles, cette relation a fait prendre conscience aux Nautilar l'importance des alliances et des liens pour assurer leur survie dans un monde rempli de dangers. Lorsque Galanor a été assiégé par des forces Skaven, les Nautilar ont reçu une aide providentielle de forces de Sigmar. Ils ont uni leurs forces pour briser le siège et sauver la cité en péril. Reconnaissant envers les fidèles du dieu roi pour cette intervention décisive, les Nautilar ont juré de le soutenir dans leur futur combat. De par leur environnement, leurs Isharan Corallus sont passés maîtres dans l'art de façonner les carapaces et les coquilles, et leur création est pourvue d'une extraordinaire résistance, à un tel point que la majorité des Akhelians portent des armures façonnées par eux, qui sont ornées de magnifiques motifs complexes. Cette inclination pour les créations défensives a fini par rendre leur résistance aux assauts légendaires. Les Nautilar forment une communauté unie, résolus à préserver leur mode de vie et à assurer un avenir prospère pour leurs générations à venir. Voilà donc pour ces enclaves idonètes les plus connues. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager celles que vous préférez. Moi personnellement, j'hésite entre Nautilar et Domhain. J'aime beaucoup les cités mouvantes établies sur d'immenses créatures. Ça amène des relations symbiotiques intéressantes et ça permet d'avoir des histoires autour des cités qui peuvent se passer à différents endroits des royaumes. Pour Domain, je suis assez fan de la reine Gwyth. Je la trouve assez badass parce que honnêtement, quand une divinité fait l'effort de s'interposer devant un mortel, ça témoigne clairement de leur valeur. Si vous appréciez les vidéos de la chaîne et que vous pensez qu'elles vous ont apporté quelque chose, si jamais ça vous a donné envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, la chaîne est partenaire avec MyHobbyPlace où vous pouvez trouver des choses jusqu'à moins 20% et si vous utilisez le lien dans la description, ça fait une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Vous pouvez soutenir ce que je fais en rejoignant le Tipeee dont le lien est aussi dans la description ou en devenant membre de la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo que vous pouvez voir si vous êtes déjà abonné. Ne le faites que si vous pouvez et vous voulez bien sûr. Si vous êtes déjà abonné aux différents réseaux de la chaîne, ça peut aussi aider grandement sa visibilité. Merci infiniment d'avance à tous ceux qui soutiennent la chaîne et merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine!